je m'appelle Maxime. Parmi de vous, je suis journaliste d'investigation. Je suis aussi formateur. Voilà. Alors, Maxime, quelles sont vos expériences les plus marquantes en tant que journaliste d'investigation, aussi bien dans votre pays qu'ici au Sénégal où vous êtes depuis quelques années? Disons que je n'ai pas exercé en tant que journaliste d'investigation au Sénégal. Mais évidemment, dans mon pays où j'ai fait une bonne partie de ma carrière journalistique, j'ai mené des enquêtes. Je vais dire l'une des enquêtes qui a le plus d'impact, c'est par exemple celle dans le cas des Panama Papers. Nous avons révélé comment est-ce que par exemple une entreprise se livrait à des pratiques comparables à de l'évasion fiscale par exemple. Cette entreprise avait à son sein voilà, des responsables politiques, y compris le Premier ministre de l'époque, des anciens ministres, plein de personnalités en fait. Donc une enquête qui avait fait grand bruit, qui avait été à la une des médias, qui avait tenu l'actualité pendant des semaines et des mois par exemple. Donc je dirais que ça c'est l'une des enquêtes et qui a effectivement aussi remporté, je pense, au moins de prix internationaux. Alors, quand on est journaliste d'investigation, on est exposé sur divers plans. Alors, quel message vous avez à l'endroit des jeunes qui veulent se lancer dans cette pratique journalistique? Vous savez, lorsque on nous appelle journaliste, lorsque quelqu'un, par exemple, qui n'est pas journaliste, il dit je l'ai entendu d'un journaliste, qu'est-ce que la personne veut dire? Il dit je l'ai entendu de quelqu'un qui a eu le temps de vérifier les informations. Je l'ai entendu de quelqu'un qui est professionnel de l'information, quelqu'un qui ne va pas se permettre de me tromper, en fait, de m'induire en erreur. C'est ça ce que la personne me dit quand la personne dit je l'ai entendu d'un ou d'une journaliste. Et donc c'est ce que l'audience attend de nous en fait. Et donc que nous puissions faire notre travail de sorte que les informations que nous mettons à leur disposition soient des informations vérifiées. Et c'est en faisant ça et en creusant davantage qu'on fait de l'investigation. Donc ce n'est pas autre chose. Vous voyez un peu, c'est un peu comme le journaliste, c'est un peu comme le lanceur d'alerte, bon, celui qui est là au sein de la société, qui essaie de vous rappeler attention, il y a danger ici, attention, il y a danger là-bas, attention, n'allons pas à gauche, attention, allons à droite, attention, il y a quelqu'un qui est en train de poser un acte qui est préjudiciable à toute la société, essayant de corriger. C'est ça notre travail, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas l'inverse de ça, c'est quand par exemple on se contente juste de relayer ce qu'on nous envoie, par exemple les communiqués de presse, les conférences de presse, ainsi de suite, on se contente de les relayer. Là, on trahit en fait, on déçoit en fait l'attente que l'audience place en nous. Et donc, c'est ça le fait du journalisme. C'est pour ça que certains vous diront que en fait, le journalisme d'investigation, c'est du journalisme tout court. Mais bon, j'insiste quand même qu'il existe un journaliste qui va au-delà du factuel, qui essaie d'approfondir les choses, qui essaie de creuser davantage et révéler au monde ce qui est caché, par exemple, par accident. Parfois, ce sont des informations qui sont juste cachées par accident. Parfois, ce sont des informations qui sont activement cachées par des gens qui ne veulent pas voir ces informations dehors. Donc, beaucoup disent que c'est le journalisme d'élite en fait. C'est comme par exemple vous allez dans l'armée, vous avez un corps d'élite. Dans le journalisme, nous avons un journalisme d'élite, c'est le journalisme d'investigation, n'est-ce pas? Maintenant, comme c'est un corps d'élite, et comme par exemple les tireurs d'élite dans l'armée, ils peuvent faire beaucoup de dégâts, il faut être sûr de ce qu'on fait. Et donc il faut connaître les règles, n'est-ce pas? Il faut connaître les règles, il faut essayer de les appliquer. Il faut essayer d'être rigoureux dans le respect des règles. Il faut, parce que voilà, vous avez au bout de votre stylo, vous avez au bout de votre clavier la vie, parfois la réputation des gens et parfois vous-même votre propre réputation. C'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'on fait, où on met les pieds. C'est pour ça qu'il faut davantage se former et être à jour en fait des nouvelles techniques qui existent, des nouveaux usages qui existent. Voilà, des seuils à ne pas franchir par exemple, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est un métier passionnant. C'est, on va dire, c'est un aspect de notre métier qui est le plus passionnant en fait, nos journalistes. Et bon, moi j'invite les jeunes à s'y intéresser. Vous savez, l'avenir du journalisme, c'est dans ça. Vous savez, quand les gens ils ont peur que par exemple l'intelligence artificielle vienne voler leur métier par exemple, oui, ça peut voler le métier de celui qui se contente de relayer un communiqué de presse, mais ça ne va pas voler le métier du journal d'investigation, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc c'est là où se trouve l'avenir du journalisme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes spontanément, que ce soit au Sénégal, en Guinée, en Congo, partout. Moi je suis à un niveau
qui me permet d'observer ce qui se passe en termes de journalisme d'investigation partout en Afrique francophone, d'ailleurs partout en Afrique. Et je vois des jeunes qui spontanément ne se reconnaissent plus dans la pratique actuelle du journalisme dans notre région et qui veulent faire plus et qui veulent faire de l'investigation, qui veulent révéler des contenus inédits par exemple à leur audience. Et donc c'est une bonne nouvelle de le constater. On envisage de plus en plus de jeunes à s'y intéresser. Alors Maxime, dans un contexte où même pour avoir des sources officielles presque banales dans nos pays d'Afrique francophone, nos autorités nous les cachent. Bon, en Afrique francophone comparé à l'Afrique anglophone, ça veut dire que le journalisme d'investigation, ça devient un peu plus difficile pour les journalistes africains que d'autres. Je connais ce que vous décrivez, cette situation où une information qui est déjà sur la place publique, il suffit qu'un journaliste vienne la demander pour que ça devienne sensible. En fait, je connais tellement cette situation. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de techniques qui permettent de contourner ces genres de choses. Vous savez, il n'y a pas, c'est-à-dire que le journalisme d'investigation n'a jamais été aussi florissant qu'aujourd'hui à travers le monde. Parce qu'il y a de nouveaux outils, parce qu'il y a de nouvelles techniques qui existent et tout ça. Donc c'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. Donc il n'a jamais été aussi facile de faire du journalisme d'investigation à travers le monde, y compris en Afrique francophone. Et vous savez, surtout chez nous, par exemple, dans nos pays francophones, ou dans nos pays d'Afrique francophone, où tout est à découvrir en fait. Tout est à découvrir parce que justement, si vous comparez ce que nous faisons ici avec ce que font d'autres ailleurs, vous vous rendez compte que on n'a même pas encore commencé pratiquement, quoi. Et donc il y a tellement de la matière à découvrir. Il y a aujourd'hui, comme je le disais, heureusement des outils, des techniques, des approches qui permettent de contourner en fait la censure. Des nouvelles technologies. Des nouvelles technologies par exemple, des nouveaux outils par exemple, vous voyez. Il y a ce qu'on appelle OSINT, OSINT, c'est Open Source Intelligence par exemple, c'est du journalisme basé sur les sources ouvertes par exemple. C'est une forme de journalisme qui appuie l'investigation, qui permet d'avoir des choses extraordinaires et qui permettent par exemple d'être à Dakar, de collecter des informations ailleurs, par exemple à des centaines, à des milliers de kilomètres par exemple, qui permettent par exemple de trouver en ligne des informations que certains vous auront cachées par exemple, voyez un peu, et donc qui permettent par exemple de retourner dans le passé et retrouver des informations qui ont existé en ligne, qui ont été supprimées entre temps par exemple, voyez. Et donc ces nouvelles technologies aujourd'hui appuient, heureusement qu'il y a de plus en plus d'outils qui évolue. Et donc cette nouvelle technologie appuie la pratique du journalisme d'investigation. C'est pour ça que je dis qu'il n'a jamais été aussi facile de faire du journalisme d'investigation qu'aujourd'hui. Si c'est dans les pays occidentaux, quand un journaliste est menacé, au moins les pouvoirs publics prennent des dispositions pour assurer sa sécurité. Parfois il y en a qui ont des policiers. Enfin, est-ce que dans nos pays ça c'est possible? Est-ce que vous le souhaitez? Quand un journaliste est menacé, qu'il puisse avoir une sécurité qui l'accompagne? Vous savez, il faut reconnaître le travail des journalistes, il faut reconnaître le travail des journalistes d'investigation pour les protéger. Si vous reconnaissez que ce qu'ils font, ils apportent une contribution à la société, alors il faut les protéger. Vous avez parlé tout à l'heure des États qui protègent les journalistes. Bien, le problème, c'est que dans beaucoup de pays africains, ce sont même ces États qui sont les premiers prédateurs en fait de la liberté de la presse. C'est pour ça que c'est difficile d'attendre de ces États que ces États puissent protéger les journalistes. Mais il y a une possibilité. C'est-à-dire que si ces États sentent qu'il y a une sorte de couverture sociale, une sorte de protection sociale autour de ces journalistes, ils vont réfléchir doublement avant de s'en prendre à ces journalistes. Ou bien ils seront obligés de mettre en place des mécanismes qui protègent ces journalistes. Ou bien ils vont au moins s'abstenir en fait de mettre en danger la vie de ces journalistes à un certain niveau. C'est pour ça que si les États, ou ceux qui tiennent les États, eux, ne peuvent pas le faire, il va falloir qu'au moins la société qui trouve un intérêt dans le travail de ces journalistes, que cette société-là puisse constituer une sorte de cordon de protection autour de ces journalistes, de sorte qu'en face, l'État puisse reconnaître les acteurs politiques, ou les acteurs, en fait les prédateurs de la liberté de la presse, puissent se rendre compte qu'en réalité, ils n'ont pas en face que les journalistes, ils ont en face le journaliste et toute la société-là qui a constitué une sorte de cordon de protection autour des journalistes. Ça change beaucoup les choses. Maxime, merci beaucoup.